Notre édition spéciale de Sens Public continue pendant 45 minutes. On va voyager d'une région, d'un département à l'autre, dans des circonscriptions emblématiques des enjeux de ce second tour des législatives. On sera dans les Alpes-Maritimes, on sera dans les Côtes-d'Armor, Puy-de-Dôme, Hauts-de-France, avec des duplex avec nos confrères journalistes de la presse quotidienne régionale. Mais d'abord, c'est un reportage que l'on vous propose. On part dans le Calvados, là où l'ancienne Premier ministre Elisabeth Borne espère être réélue. Reportage signé Audrey Buetaz et Aurélien Romano. Sa victoire est loin de se faire dans un fauteuil, au contraire. Dans la 6e circonscription du Calvados, Elisabeth Borne est à la peine. Et ça a l'air d'être ric-rac. 8 points derrière le candidat du Rassemblement national. On fonce. Et bon courage. Pour grappiller des voix, Allez, je vous pique une frite. l'ex-première ministre appelle au rassemblement contre le RN. Et on va rassembler tous ceux qui veulent défendre les valeurs républicaines et qui veulent des solutions crédibles. Je pense que les électeurs sont conscients des enjeux. Et voilà, on va cette semaine redire ce que ça veut dire une majorité absolue pour le Rassemblement national. C'est justement parce qu'il ne veut pas de cette majorité que Noé Gauchard s'est désisté. Le candidat du nouveau Front populaire était arrivé 3e. Quand je me retire de cette candidature, je ne pense pas à moi, qui suis candidat face à Elisabeth Borne. Je pense aux personnes racisées, je pense aux personnes pauvres, je pense aux personnes LGBT. Mais cette décision, en faveur de celle qui a porté la réforme des retraites, lui coûte, d'autant qu'Elisabeth Borne ne fait pas assez campagne à gauche en échange, d'après lui. Encore ce matin, elle nous disait que LFI n'était toujours pas dans l'arc républicain, alors même que LFI se désiste dans la circonscription dans laquelle elle est candidate. C'est un gros risque qu'elle prend, c'est très grave la manière dont elle fait campagne pour le 2e tour. Et malheureusement, nous, on a fait tout ce qu'on a pu. Ce sera son unique responsabilité si elle n'arrive pas à battre l'extrême droite dimanche prochain. Pour les électeurs de gauche, le choix est cornélien. Beaucoup se disent prêts à faire barrage, même s'il leur sera difficile de voter pour celle qui incarne la politique d'Emmanuel Macron. Je me console en disant qu'elle a été un jour à gauche. Je vais peut-être me pincer le nez un peu, mais je vais le faire quand même, ça c'est sûr. Que les gens ont quand même vachement peur que la droite, l'extrême droite passe. Donc je pense que ça va les motiver quand même. Après, il y en a peut-être qui sont restés sur ce qu'elle a fait au gouvernement et qui vont pas vouloir voter pour elle, mais en tout cas, ce sera pas mon cas. J'ai peur surtout que ce soit des votes blancs. Ou moins de votants, je ne sais pas. Bonjour monsieur, pour les élections dimanche. Bonne journée. Nicolas Calbrix, le candidat du Rassemblement national, compte justement sur ses électeurs hésitants pour faire tomber Elisabeth Borne. Vous l'avez déjà, super. Vous allez peut-être voir 49.3. Ah, et si elle fait 49,3, ça serait une bonne idée. Un très bon score. Aux électeurs de gauche, je leur dis, est-ce que vraiment vous allez voter pour Madame Casse Sociale, Madame 49.3, qui a gouverné pendant tant de mois et tant d'années contre le Parlement, qui a été si brutale avec les travailleurs, qui a pris 2 ans de vie avec la retraite, l'allongement de la durée de la retraite à tous les travailleurs qui ont commencé tôt. Donc je ne pense pas que les électeurs de gauche se mobiliseront massivement pour sauver Madame Borne. Dans le Calvados, l'avenir de l'ex-première ministre se trouve donc désormais entre les mains des électeurs de gauche. C'est un second tour à multiples inconnus qui se prépare dimanche. Les Français vont-ils faire mentir les sondages? On en débat avec Bastien François. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et vous publiez Le régime politique de la Ve République aux éditions de la Découverte. Valérie Lecable, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Valérie, éditorialiste politique sur le site lejournal.info. Bertrand Léo Combrade, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Poitiers, rédacteur en chef de la rubrique droit constitutionnel chez les surligneurs. Et Tam Tranui, restez à mes côtés évidemment, éditorialiste politique. Alors dans ce débat, on va à chaque fois partir des situations locales pour essayer d'en tirer un certain nombre de leçons nationales. Et je commence avec cette 6e circonscription du Calvados, Bastien François. Il y a là un dilemme pour les électeurs du nouveau Front populaire entre le rejet du Rassemblement national et voter pour Madame 49.3, Madame réforme des retraites. Oui, d'autant plus que la campagne du premier tour a quand même clivé encore plus. C'est-à-dire qu'on nous a même expliqué qu'à gauche et à l'extrême droite, c'était un risque de guerre civile. On a eu des mots d'une très grande violence. Bon, alors là, c'est vrai, se rabibocher. Alors vous me direz, la gauche s'est rabibochée en 2 jours au sortir des élections européennes. Donc rien n'est impossible. Bon. Mais c'est vrai que là, va y avoir
va y avoir pour les électeurs, alors dans ce sens ou dans d'autres sens, hein, il n'y a pas que ce cas-là, et je pense qu'on verra d'autres cas, bien sûr. Des difficultés à voter parfois, d'autant plus qu'il y a quand même des gens qui se sont mobilisés pour le premier tour qui ne votaient pas habituellement. Hein, donc c'est des abstentionnistes habituels, enfin en tout cas qui n'allaient pas voter nécessairement. Donc qui va s'abstenir, qui va revenir voter, qui va voter blanc, etc. Il ne faut pas croire que les consignes des partis, ça fonctionne de façon automatique. Oui, bien sûr. Valérie Lecable, est-ce que vous avez le sentiment, on a des électeurs français et souvent des Français en général qui comprennent bien la politique, vous voyez, qui ont une culture politique malgré tout, qui sont quand même un peu déboussolés, et peut-être encore plus déboussolés depuis quelques jours avec ces injonctions contradictoires. Écoutez, si j'en crois le nombre de questions que j'ai des gens que je connais, je pense que vous avez tout à fait raison, c'est extrêmement complexe à comprendre, et c'est pour ça que des gens comme Raphaël Glucksmann, qui sont extrêmement investis de cette mission d'aller lutter contre le Rassemblement national, prennent la parole sur les antennes pour redonner l'objectif immédiat qui est de battre le Rassemblement national. La grande question de ce deuxième tour, vous l'avez dit, c'est est-ce que les électeurs vont suivre les consignes des partis? Parce que finalement, les partis politiques, ils ont été très dispersés, mais au bout du compte, ils ont une forme de cohérence, chacun dans leur domaine. C'est vrai que les macronistes qui ont remis dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche ont été difficiles à comprendre dans le second tour, puisque tout d'un coup, c'est leurs nouveaux amis. Mais ce sont eux qui profitent le plus des désistements, en réalité. C'est ça le paradoxe de l'histoire. Et c'est ça le camp de gauche, le Nouveau Front Populaire, qui il reste stable. Oui, mais qui en pâtit un peu. Dans notre projection qu'on a vue en première partie, on voit qu'ils perdent quand même. J'en ai d'autres où ils ont quand même jusqu'à 200 sièges. Ça dépend lesquels. On verra. Et comme toujours, on continue de le dire, soyez prudents quand vous lisez des projections en siège. Il y a ce climat d'invective, pour ne pas dire de violence, Bertrand Léo Combrade, et malgré tout, tous les camps se revendiquent de la démocratie. C'est intéressant, sauf que c'est pas forcément avec les mêmes logiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? En effet, il y a des termes en droit constitutionnel qui sont toujours très fédérateurs. La démocratie, l'état de droit, les droits fondamentaux. On peut y mettre beaucoup de choses différentes et les concepts, à mon avis, ont un sens assez différent. Et si on devait un peu simplifier le paysage politique, je dirais qu'il y a deux tendances, deux philosophies. Une tendance qui, en réalité, est très sensible au respect de l'état de droit, qui est entendue comme l'idée selon laquelle l'État doit se soumettre au droit et s'il ne respecte pas le droit, il est sanctionné par une juridiction indépendante. Ça, c'est l'état de droit. Et il y a un autre bloc qui est davantage sensible à ce qu'il qualifiera de la démocratie. C'est-à-dire que l'état de droit, c'est bien, mais enfin, la volonté populaire, la volonté électorale qui s'exprime, elle ne peut pas être canalisée par les règles et principes de l'état de droit. Et en dernière analyse, en dernière hypothèse, le peuple est souverain et donc il peut aller au-delà de l'état de droit. Ce qui peut mener à ce qu'on appelle les démocraties illibérales. On est un peu dans cette mécanique-là, c'est ça. C'est le risque, effectivement. C'est le risque que, avec un soutien populaire, on s'oriente vers un régime dans lequel les libertés régressent, avec l'assentiment populaire, certes, mais il faut savoir que non seulement les libertés régressent, mais il est difficile ensuite de les rétablir. C'est ce qu'on voit avec la Pologne et la Hongrie. C'est comme aller se promener dans un bois sans connaître le chemin. Le bois a l'air joli, on n'y est jamais allé. Et puis quand on est à l'intérieur, il faut réussir à en sortir. Et c'est pas forcément simple. Allez, comme promis, on voyage et on va dans une autre région. On part en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. On va rejoindre Jérôme Morinière, qui est directeur départemental Ouest-France de ce département des Côtes-d'Armor. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Et vous allez nous parler d'un ministre, Hervé Berville, qui est secrétaire d'État à la mer et à la biodiversité, qui est arrivé légèrement en tête au premier tour dans sa circonscription, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il est arrivé en tête avec 2000 voix d'avance sur son adversaire du Rassemblement national. Et en troisième position, c'est le candidat de l'Union de la gauche qui donc est arrivé en troisième position et qui tout de suite, dès le soir du scrutin, s'est désisté en faveur d'Hervé Berville. Donc pour ce deuxième tour, nous avons affaire à un duel. Avec quel climat général dans ce département des Côtes-d'Armor le Rassemblement national, malgré tout, a progressé dans une région, la Bretagne, qui n'est pas forcément une terre d'accueil du RN, traditionnellement ? Tout
Tout à fait. Le Rassemblement national a énormément progressé. Entre le premier tour des législatives 2022 et le scrutin de dimanche dernier, le RN a gagné plus de 65 000 voix. Donc les Côtes-d'Armor, il y a 5 circonscriptions dans les Côtes-d'Armor. Tous les candidats RN sont qualifiés pour le second tour, ce qui est une première. Donc effectivement, la progression est très très forte. Sachant également qu'aux dernières européennes, Jordan Bardella est arrivé en tête, assez loin devant Glucksmann et Valérie Hayet. Merci beaucoup Jérôme Morinière pour ce point sur les Côtes-d'Armor. Alors on pourrait parler de la Bretagne, mais moi ce qui m'intéresse dans ce chapitre, Bastien François, c'est le camp présidentiel finalement. Là on parlait d'un ministre en ballottage, peut-être favorable, on verra ce que décident les électeurs de sa circonscription dimanche. Un camp présidentiel qui va sortir de ces législatives dans quel état? En lambeaux, finalement moins en lambeaux que prévu? Comment vous l'analysez? Un camp présidentiel, alors on peut prendre Macron et puis on peut descendre. Oui. Macron, c'est un camp présidentiel qui aura perdu 2 élections de suite. Bon. Donc déjà, qui va revenir avec moins de députés qu'à la sortie, enfin au moment de la dissolution. Ils en avaient 250. Voilà. C'est un camp aussi qui s'est beaucoup déchiré, depuis, et notamment depuis le second tour. On voit quand même qu'il y a des dissonances extrêmement importantes quant à la stratégie à adopter. Bon. Il y a quand même un ministre de l'Intérieur qui explique que le lundi qui suivra les élections, il sera dans sa circonscription et on a l'impression qu'il va quitter le gouvernement, ce qui serait quand même un petit peu étonnant juste avant les débuts des JO. Ah bon, alors c'est pas sûr qu'il quitte, bon, mais il y a quand même un sentiment. Alors il y a quand même aussi, on sent des ambitions présidentielles qui étaient un peu dans la retenue un petit peu avant, puis là qui se libèrent, parce qu'il faut bien que ces candidats, mais oui, ils existent. Il y a eu une accélération de l'histoire à laquelle tout le monde est confronté. Donc là, il y a le double effet, il y a l'effet macro de la défaite, une double défaite, et puis il y a au sein de ce camp des fissures de plus en plus importantes, et on ne sait pas très bien comment ce camp va pouvoir se recomposer d'ailleurs, s'il peut se recomposer, ou s'il essaye de se recomposer, ou s'il essaye d'exister en tant que camp un peu homogène. Valérie Lecable, il y a quand même un affaiblissement d'Emmanuel Macron, mécanique. C'est-à-dire que quand on discute avec des sénateurs qui le soutiennent ou d'autres avec des conseillers à l'Élysée, ils continuent de dire « Ah si, c'était une très très bonne idée de dissoudre l'Assemblée nationale ». Mais oui, je vous assure qu'on entend encore ce discours. Non, moi, en lambeaux, mais moins en lambeaux que prévu, je dirais les deux en général, en fait. C'est-à-dire que, oui, ils sont complètement en lambeaux à cause de ce que vous dites, parce que quand même, Emmanuel Macron est plus qu'affaibli. Pour moi, il est disqualifié même au sein de son propre camp. On n'entend pas beaucoup de gens qui continuent à le défendre, sincèrement, parce que peut-être qu'il aurait fallu une dissolution un jour, mais pas maintenant. Enfin bon, voilà, je pense que la sidération continue, l'inquiétude continue, l'anxiété continue, et il y a assez peu de personnes, hormis le Rassemblement national, qui se réjouissent de la situation actuelle. Après, je l'ai dit, mais je le redis, tout ce système de désistement va donner un Rassemblement national en tête, mais sans majorité absolue, un nouveau front de gauche qui sera l'opposition principale, parce qu'il sera clairement numéro 2, mais le camp Macron va sauver finalement un peu plus sa peau que prévu, sans doute, d'après les premiers sondages. Mais vous avez raison, dans quel état, sans leader, fracturé, avec des positions extrêmement différentes. Est-ce qu'on peut continuer à parler de camp présidentiel? Je ne pense pas. Je veux dire, Édouard Philippe... Ce sera plus autour d'Emmanuel Macron, qui a été tellement la figure tutélaire de son camp, et maintenant c'est terminé. Chacun joue sa propre carte. Édouard Philippe a fait sécession. Les uns et les autres au gouvernement, même Gabriel Attal a dit il m'a nommé, mais maintenant c'est moi qui vais gagner. Et ils ont tous repris leur indépendance et leur liberté. Après, c'est un phénix, Emmanuel Macron. Hein. Moi, je crois qu'il est toujours capable de remarquer des points dans son camp. Ouais. Mais on a le temps d'en reparler à de nombreuses reprises. D'ailleurs, ce sera l'heure d'aujourd'hui, ce sera l'un de nos thèmes. Ce sera l'un de nos thèmes la semaine prochaine en seconde partie, l'avenir d'Emmanuel Macron. Question à 1 000 €, Tam. Est-ce que les électeurs vont faire barrage au Rassemblement national?
Les désistements, ils ont été massifs entre le premier et le second tour pour faire barrage au Rassemblement national. Si les électeurs suivaient parfaitement les consignes, l'affaire, elle serait pliée. Mais voilà, l'électeur est un être libre qui fait ce qu'il veut. Donc le Front républicain, bien étanche, bien solide, ça c'est un peu le monde d'hier. Aujourd'hui, c'est une équation à de très nombreuses inconnues. Est-ce que les électeurs du nouveau Front populaire vont vraiment voter pour le camp qui a fait la réforme des retraites, qui a fait la loi immigration ou qui a accusé la gauche de vouloir faire le changement de sexe en mairie? Est-ce qu'un électeur du centre ou du centre-gauche va voter pour ceux qui ont brutalisé le débat public, bordélisé l'Assemblée et qui ont refusé de qualifier le Hamas de terroriste le 7 octobre? Eh bien, je ne gagnerai pas 1 000 € aujourd'hui parce que la question, elle n'est pas du tout vite répondue. D'autant plus que les consignes de vote n'ont pas été très clair du côté d'ensemble. Et oui, autant du côté du nouveau Front populaire, il y a une tradition du Front républicain qui est ancrée dans les habitudes, autant du côté d'ensemble, les désistements, ils ont été compliqués entre le cas par cas de François Bayrou, le nini d'Édouard Philippe, le désistement inconditionnel de Gabriel Attal. On a pu voir à travers l'ampleur des désistements que finalement, c'est la ligne Attal qui a fonctionné à bloc, mais notez qu'hier, il a aussi expliqué qu'il se gardait bien de donner une consigne de vote aux électeurs. Est-ce qu'on retrouve ces différences quand on va voir côté électorat cette fois-ci? Eh bien oui, finalement, c'est ce qu'on a vu dans le sondage dont on a parlé tout à l'heure, notre sondage Odoxa, qui a montré que la part des électeurs du nouveau Front populaire qui veulent faire barrage au Rassemblement national au second tour, elle est importante, de 64%. Elle est un peu plus basse, elle est à 49% lorsque on va avoir la majorité présidentielle. Et puis, quand on regarde du côté des LR, là, on arrive à 35%. A contrario de tous ces sondages, on a pu lire quand même un certain nombre de témoignages ou interrogés autour de nous. On a pu voir beaucoup de témoignages d'électeurs qui ne veulent pas choisir, par exemple, dans la Provence. Moi, ici, je fais participer au Tour de France. La Provence, qui a, n'est-ce pas, qui a consacré sa une aujourd'hui au camp du ni RN ni gauche, où on peut lire, par exemple, le témoignage de Philippe, électeur de gauche de toujours, qui s'abstiendra cette fois-ci car il fustige l'accord du nouveau Front populaire, je cite, entre ces partis qui se mangeaient le foie il y a tout juste quelques semaines, voire quelques jours, très imagé, ou celui de Geoffroy, 30 ans, partisan du Nini, qui ne veut pas choisir entre le mépris de classe macroniste, le racisme du RN ou le totalitarisme de LFI. Les voilà tous rhabillés pour l'été. Lui choisira donc l'abstention. Alors justement, l'abstention, est-ce qu'elle pourrait être plus importante lors de ce second tour? Elle va être doublement à surveiller en tout cas. On a vu tout à l'heure qu'elle serait peut-être toujours stable à 32%. Mais est-ce que ceux qui hésitent aujourd'hui vont s'abstenir? Ça va être quand même fondamental dans le résultat final. Et il y a aussi une autre abstention à surveiller, c'est ceux qui ne sont pas allés aux urnes au premier tour. Parce que oui, la participation, elle a été très forte, mais il reste toujours des réserves de voix. Notre sondage Ipsos Talent l'avait montré, ça concerne notamment les jeunes. 43% des 18-24 ans, 49% des 25-34 ans se sont abstenus au premier tour. Or, la première raison pour les plus jeunes notamment, c'était qu'ils n'étaient pas disponibles le jour du vote en raison de vacances ou de contraintes familiales. Donc pour cela, permettez-moi de faire donc ma donneuse de leçons, c'est mon côté maman. Donc c'est une mauvaise excuse. Et ensuite de vous donner un petit mode d'emploi. Il y a toujours le plan Procu, vous pouvez trouver ça sur Internet. Vous avez théoriquement jusqu'à samedi pour faire une procuration. Un autre conseil, ça vient de mon expérience personnelle, téléphoner pour vérifier qu'elle est bien partie de la gendarmerie ou du commissariat pour aller jusqu'à la mairie, parce que j'ai pu constater dimanche dernier que ce n'était pas toujours le cas. Oui. Votre côté maman, mais ils sont jeunes, vos enfants, ça marche encore. Voilà. Quand ils deviendront ados, ce sera plus compliqué. Petit conseil de vieux papa. Bref, je voudrais qu'on se projette sur ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines qui suivent le second tour. Peut-être avec vous pour commencer, Bertrand Léo Combrade. On a beaucoup parlé d'un gouvernement, d'une coalition, etc. Bon, ça me semble assez improbable. Il y a aussi une hypothèse dont on parle peut-être un peu moins. C'est on maintient les ministres en place, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire que si une coalition arrive à se construire, ce ne sera pas dans les prochains jours, ce ne sera pas lundi prochain, il va falloir du temps. Bien sûr. Comment fonctionne un gouvernement quand il n'y a pas encore de majorité constituée pour en déterminer un et dire au président, on vous invite à nommer tel Premier ministre? Eh bien, il y a une théorie juridique, jurisprudentielle qui s'appelle la théorie de l'expédition des affaires courantes. Et donc, dans l'attente de la constitution d'un gouvernement politique, qui fera des réformes politiques peut-être, il faut expédier les affaires courantes, c'est-à-dire
préparer la rentrée scolaire de septembre, payer les fonctionnaires. Et donc, les ministres devront rester en fonction un certain temps, quelques semaines, et même peut-être quelques terme, mois. Jeux Olympiques, il y a un petit rendez-vous international et important pour l'image de la France dans le monde. Il va falloir aussi peut-être des ministres pour prendre des décisions. Exactement. Et dans l'hypothèse où le bloc central et le bloc de gauche, par exemple, n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur un gouvernement politique, il n'est pas totalement exclu que pendant des mois, peut-être jusqu'à une prochaine dissolution dans un an, on se retrouve avec Gabriel Attal, Premier ministre, qui expédie les affaires courantes, qui ne réforme plus, mais qui fait fonctionner la machine parce que l'État continue de fonctionner. Voilà. Ça serait sacrément déceptif. Peut-être Valérie Lecable, rapidement, parce qu'il y a encore d'autres régions à découvrir. Écoutez, moi je pense qu'il peut y avoir un gouvernement de coalition, que ça peut être long et compliqué. Et que ça ne se fera pas en 3 jours, mais que l'été, il va y avoir les Jeux Olympiques. Là. De toute façon, il va falloir assurer les Jeux Olympiques. Ça va être la priorité de l'après-législative. Mais qu'il peut y avoir un gouvernement de coalition hors LFI et hors RN. Donc il va falloir voir quels sont les scores pour voir si c'est possible ou pas. Ça, c'est la première chose. Je ne vois pas le gouvernement provisoire durer au-delà de la rentrée de septembre. Sincèrement, ça serait extrêmement compliqué, je pense, de recommencer après l'été dans cette configuration-là. Après, les discussions, s'il n'y a pas de majorité, si effectivement Bardella refuse le pouvoir, parce qu'il va être en tête, ça va être compliqué, on va lui proposer, ça va être le premier parti. Majorité, et puis ces électeurs comprendront-ils qu'ils ne prennent pas le pouvoir ça, c'est à lui de juger, parce qu'ils ont tellement dit qu'ils ne le prendraient pas. Ils ont dit 270 députés. Les sondages qui sont sortis aujourd'hui, qui devraient commencer à être un peu fiables, il n'y en a aucun qui donne 270 députés. Donc on va voir, mais ils restent quand même largement en tête. Donc on va voir leur truc. Et puis ensuite, Bompard a dit on n'ira pas si ce n'est pas notre programme. Donc les autres, ils vont se parler. Et puis on va bien voir. La France Insoumise, évidemment. Allez, on parle de l'avenir du parti LR, les Républicains, et pour cela, direction les Alpes-Maritimes, concentrer des interrogations sur les divisions et l'avenir des Républicains. Denis Carreau, bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Alors, on va regarder 2 circonscriptions ensemble. D'abord, la 9e. On a aux prises la députée sortante LR, Michèle Tabarot, et un candidat du Rassemblement national. Je rappelle, avant que vous preniez la parole, que Michèle Tabarot a pris ses distances avec Éric Ciotti après que celui-ci ait rallié Marine Le Pen. Oui, c'est très symptomatique de la situation dans les Alpes-Maritimes, celle de la 9e circonscription. Ici, les Alpes-Maritimes, c'est une place forte historique des Républicains. C'est une des fédérations les plus puissantes de France et qui est totalement éclatée aujourd'hui entre les partisans d'Éric Ciotti, qui a choisi l'union des droites, ceux des Républicains canal historique, et Michèle Tabarot en fait partie. Elle est d'ailleurs présidente de la puissante Commission nationale d'investiture des Républicains. Et puis il y a aussi le camp de David Lisnard, le maire de Cannes, qui a créé son propre parti Nouvelle Énergie. Donc tout ça, ça crée une situation avec une droite complètement en morceaux. Et Michèle Tabarot, qui pour la première fois est en difficulté, elle est arrivée avec quasiment 10 points de retard face à son adversaire Rassemblement national, Franck Galbert. Pourtant, Michèle Tabarot, c'est quelqu'un qui est extrêmement implanté. Elle est députée depuis 2012. Elle a été maire du Canet pendant 22 ans. C'est une figure de la droite, mais aujourd'hui, elle est en délicatesse. Pourtant, et ses adversaires n'ont pas manqué de le souligner, le camp présidentiel ne lui avait mis personne en face, donc elle avait le champ libre. Mais pour autant, elle n'est pas forcément en situation de garder son poste. Donc ça sera très chaud dimanche dans cette 9e circonscription des Alpes-Maritimes. On parlait des électeurs déboussolés. Ceux qui le sont peut-être encore plus que les autres sont les électeurs LR. Alors il y a aussi cette autre circonscription, Denis, qui sera scrutée de près, la première circonscription des Alpes-Maritimes avec Éric Ciotti dans une triangulaire.
Bah oui, et c'est de là qu'est partie l'explosion de la droite. Éric Ciotti, dans cette circonscription qu'il tient d'une main de fer. Alors Éric Ciotti est arrivé en tête au premier tour avec un peu plus de 41%. Il devrait conserver son siège, mais il est dans un scénario de triangulaire, puisque le candidat Horizon, Greg Monetti, soutenu très fortement par Christian Estrosi, se maintient. Il se maintient face à l'extrême droite représentée par Éric Ciotti et face à l'extrême gauche représentée par Olivier Salerno qui se présente sous les couleurs de la France insoumise. Donc là aussi, le match sera très disputé et de ce match dépend l'avenir national d'Éric Ciotti avec en toile de fond, bien évidemment, la bataille qui se prépare pour la mairie de Nice, puisque les deux meilleurs ennemis que sont Éric Ciotti et Christian Estrosi sont en guerre permanente et Éric Ciotti ne cache pas ses ambitions et son ambition principale, c'est de faire tomber Christian Estrosi, dont il a été longtemps le plus proche collaborateur. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces enjeux des Alpes-Maritimes. Merci Denis Caro et à bientôt sur nos antennes. Si on dézoome un peu pour parler du parti LR au niveau national, Bastien François, est-ce qu'il est d'une certaine façon condamné à s'allier pour ne pas mourir aujourd'hui, d'un côté ou de l'autre? À mon avis, on n'est pas encore totalement entré dans la phase terminale. Je pense que ce qui va se passer là, le LR, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, mais surtout depuis son second quinquennat, et entre le marteau et l'enclume, l'enclume macroniste et le marteau RN, ça va continuer dans la prochaine Assemblée. Parce que toute une série d'RN auront vu les résultats des élections, auront compris que la prochaine fois ça risque d'arriver assez vite, c'est-à-dire il risque d'y avoir une dissolution dans un an. Donc la prochaine fois, peut-être qu'il faut tout de suite y aller du côté du RN. Et dans la perspective d'une coalition, les autres LR, s'ils veulent rentrer dans la coalition, ils vont devoir mettre de l'eau dans leur vin, c'est-à-dire aller discuter avec des macronistes, avec des socialistes, avec des écologistes. Donc ils vont être quand même aspirés d'une certaine façon, en tout cas vont devoir faire des concessions à gauche. Bon. Et donc là, le parti, qu'est-ce qui va rester de ce parti? En réalité, peut-être pas grand-chose. Alors en même temps, il faut pas. C'est un petit peu, on parlait du phénix Macron. Les vieux partis résistent. Le Parti socialiste, il y a quelques années, il n'y avait plus rien, ça déménageait de la rue Ferrino. Juste au-dessus de nous, il y a l'hémicycle du Sénat. Voilà. Donc il y a un bastion. Il y a quand même un bastion LR. Non, mais il y a encore. LR existe encore, bien sûr, il ne va pas disparaître comme ça. Mais en tout cas, sur le plan de sa représentation à l'Assemblée nationale, dans les mois qui viennent, et peut-être, ça durera sans doute après la prochaine dissolution, la situation pour LR va être encore plus difficile qu'actuellement. Et je me disais que sans doute, les scores des candidats ciotistes RN vont être scrutés par les LR, parce que quand même, on a vu par exemple Guilhem Carayon, qui est un des rares qui a suivi Éric Ciotti. Il a fait un score quand même très haut au premier tour, etc. Donc sans doute qu'ils ont eu l'impression, pour ceux qui étaient vraiment chez LR, de vraiment se mettre au banc du parti, mais si c'est pour finir par ravir la place, je pense qu'ils vont se dire quand même que c'était un calcul qui valait le coup. Mais c'est là qu'on va voir, c'est que si LR parvient à garder quand même 60 sièges, s'ils arrivent à avoir 60 sièges... C'est la fourchette que proposent nos confrères, nos partenaires d'Odoxa. S'ils sont à 60, ils ne seront pas si bas par rapport à leur performance actuelle. Valérie Lecable, il y a des tractations qui ont déjà commencé, évidemment, de la part du Rassemblement national, pour aller dans la perspective de débaucher quelques députés. Ça, c'est l'hypothèse où le Rassemblement national est à 270 sièges et qu'il lui manque les 19 sièges et qu'à ce moment-là, il pourrait aller puiser dans le camp des LR. À 250, ça ne marche pas. Bon. À 250, ça ne marche pas. Voilà. Donc, il faut attendre d'avoir les résultats définitifs. À 250, ça ne marche pas. Et à 250, si on se projette encore un peu plus loin dans cette fameuse coalition, c'est difficile. Aujourd'hui, on n'a pas du tout l'habitude de ça en France. Et avec l'affaiblissement d'Emmanuel Macron, président de la République, auquel je crois quand même, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que va devenir ce camp macroniste central? Et est-ce qu'à terme, on ne retournerait pas, j'en sais rien, rêvons un peu, à la fameuse alternance historique entre la droite et la gauche aussi. Tout est possible, en fait, dans ces cas-là. Parce que ce camp macroniste, il n'est lié que par le président de la République. Si vous enlevez
un président de la République fort comme il a été jusqu'à maintenant, il peut lui aussi se séparer, en fait. Donc, toutes les recompositions, aujourd'hui, sont possibles, y compris que chacun retourne dans son corps. Parce qu'on disait LR, un tiers RN, un tiers indépendant, un tiers macroniste. Mais s'il n'y a plus de tiers macroniste, il y a peut-être 2 tiers indépendants, on ne sait pas. Je vous donne la parole tout de suite, mais puisqu'on est du côté des LR, on va regarder un peu sur la droite la stratégie du Rassemblement national et de Marine Le Pen qui compte évidemment sur la mobilisation de ses électeurs, mais plus précisément de ses électeurs à la présidentielle. On l'écoute. Moi, je pense qu'il y a encore la capacité d'avoir une majorité absolue pour peu que les électeurs, dans un ultime effort, viennent pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Et que ceux qui ne se sont pas déplacés, car il y en a, il y a quelques millions d'électeurs du second tour de la présidentielle, par exemple, qui se sont abstenus et à qui je viens dire venez, parce que c'est vraiment le moment important pour opérer cette bascule, pour obtenir un changement de politique dans l'ensemble des domaines qui aujourd'hui vous font souffrir. Alors, vous vouliez intervenir sur LR et je rajoute une question sur le réservoir de voix potentiel du Rassemblement national. Votre avis là-dessus? Oui, je voulais réagir sur le camp présidentiel qui effectivement va sortir affaibli. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les élections de dimanche. Il y a une certitude, c'est que c'est fini pour le président de la République. Le président de la République, dimanche 20h, il est débranché. Politiquement, j'entends. Le président de la République, à 20h, va devenir... Quelle que soit la configuration, même s'il y a un gouvernement de coalition qui semble encore très flou et improbable aujourd'hui, à mon avis, il n'aura pas la main. Sous le contrôle des autres intervenants, je pense qu'il voudra garder une certaine emprise, mais on va le renvoyer à sa fonction telle qu'elle est prévue par la Constitution, celle d'un arbitre, plutôt sur la défensive, avec très peu d'initiatives. Une dissolution, oui, mais dans un an. Oui. Le référendum, il faut une proposition du Premier ministre. L'article 16, il n'en aura pas besoin, j'espère. Donc, à mon avis, les macronistes vont se sentir sans leur père spirituel. Ouais, alors, c'est ce qu'ils veulent, d'ailleurs. Les macronistes. Ouais. Couper le cordon, ouais. Donc en fait, Emmanuel Macron, avec la dissolution, il a réinventé le septennat. On pourrait dire ça comme ça. Voir la 4e République, mais c'est pas totalement faux. La 4e République, plutôt. Oui. Ouais. Je repose la question sur le réservoir de voix Rassemblement national. Oui, mais ça marche pas comme ça. Ben non, ça marche pas comme ça. Parce que là, on a 577, on en a moins, parce qu'on a circonscription. On peut pas transposer des voix nationale de l'élection présidentielle dans les élections locales, parce que même si elle pouvait, pour une raison très simple, c'est qu'elle va peut-être gagner dans ses bastions un certain nombre d'électeurs, mais à l'arrière, c'est dans ces bastions. Donc ça ne changera pas le résultat final. Bon. Donc non, on peut pas, cette transposition n'est pas possible. Donc là, on a un discours de campagne. Elle veut dire qu'elle a des réserves, parce qu'elle veut dire qu'elle est en position, enfin que le RN est en position d'avoir la majorité absolue. Mais en réalité, si on fait la sociologie des votes, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors on va justement, pour continuer de s'intéresser à l'électorat du Rassemblement national, aller dans une dernière région, dernier département dans ce sens public, direction le Puy-de-Dôme, et on y rejoint Malik Kebour qui est journaliste à Clermont-Ferrand pour La Montagne. Bonsoir et merci d'avoir accepté au débeauté de participer à ce sens public. Terre de gauche, on peut le dire, le Puy-de-Dôme, est-ce qu'elle est en train de basculer vers le Rassemblement national? Quelles leçons vous tirez du premier tour? Bonsoir. C'est vrai que le Puy-de-Dôme est resté toutes ces années imperméable à l'extrême droite, mais en 2022, les 5 candidats de gauche étaient arrivés en tête au premier tour. Et là, la particularité, c'est que d'un côté, on a une forte participation qui dépasse les 71% au premier tour. Et on se retrouve avec 5 candidats sur 5 du Rassemblement national qualifiés pour le second tour. On a quand même la gauche qui reste très souvent en tête, puisqu'elle arrive 4 fois sur 5 en tête dans les circonscriptions. Le RN, pour la première fois, arrive en tête dans une circonscription, la 3e. Et c'est vrai que ce qui ressort, c'est d'année en année, de scrutin en scrutin, une forte poussée du Rassemblement national. Et cette fois, le fait de qualifier tous ces candidats au second tour montre que le Rassemblement national parvient à s'ancrer dans une terre de gauche. Avec, je crois, le Rassemblement national qui multiplie par 3 par rapport à son score de 2022, c'est le bon chiffre, Malik? C'est ça, oui. Et
Et donc pas mal de duels, pardon de vous interrompre, pas mal de duels entre Rassemblement National et Nouveau Front Populaire. Je voudrais qu'on fasse peut-être la différence entre le vote des villes et le vote rural. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dans un département comme le Puy-de-Dôme ? C'est vrai que si on ressort deux circonscriptions plutôt rurales, on a d'un côté la circonscription du côté de Thiers-Rambert, qui est une circonscription rurale, où on a un candidat communiste qui est André Chassaigne, qui est élu depuis 2002 sans discontinuer, et qui là se retrouve avec une candidate du Rassemblement National très proche de lui. Ils ont quelques centaines de voix d'écart, et c'est plutôt une surprise puisque en 2022, elle était assez loin. Il a été réélu assez confortablement, et là cette fois ça va être beaucoup plus compliqué pour lui au second tour. Et on a une autre circonscription très rurale, celle où on trouve le territoire des Combrailles, la circonscription de Riom, avec une circonscription qui est marquée par des communes assez pauvres. Et là, on a une candidate socialiste, Christine Pires-Bonne, qui est élue depuis 12 ans et qui, elle aussi, ne s'attendait pas à avoir le RN aussi haut, avec une candidate plutôt inconnue dans la circonscription, qui la talonne là aussi. Elle arrive à peu près 1 millier de voix, et c'est une vraie surprise dans cette zone où, malgré la poussée du Rassemblement National aux scrutins nationaux, eh bien, ils étaient quand même contenus dans les scrutins locaux, et en 2022 encore une fois. Merci beaucoup Malik Kebo. Je rappelle que vous êtes journaliste à Clermont-Ferrand pour La Montagne. Effectivement, il y a Valérie Lecable, cette dimension. Alors ça existait déjà en 2017 pour les candidats Emmanuel Macron, à l'époque La République En Marche. On pouvait, je vais être très très désagréable, mais mettre un peu n'importe qui, il avait de fortes chances d'être élu. C'est le cas aussi pour le Rassemblement National. D'ailleurs, on le voit avec des candidats boulets là, qui ressortent depuis 2-3 jours, quoi. Oui, la dynamique du Rassemblement National, elle est là, et il l'a très bien décrite. Elle est là, elle n'est pas là depuis hier, elle est là depuis 20 ans, 30 ans. Il ne cesse de grignoter. Il a bien raconté à chaque élection, il grignote, il grignote. Ce qui s'est passé de particulier cette fois-ci, c'est qu'il s'est échauffé, si on peut dire, avec les élections européennes, et ils ont continué sur leur dynamique. Et même si le jeu des désistements va réduire leur nombre de sièges, d'abord, il y a beaucoup de duels, donc il faut faire attention, parce que les duels RN, LFI, c'est pas du tout sûr qu'ils les perdent. Ils vont avoir sans doute une représentation dans leur duel par rapport à la dernière fois en 2022, parce que depuis, LFI est vraiment devenu un épouvantail. Oui, donc il y a beaucoup d'électeurs de centre, de centre-droite, centre-gauche. Mais ce qu'il faut redire, c'est qu'en termes de voix, quand on a 10,6 millions de voix au niveau national, forcément, on a ce type de situation. Donc l'arc républicain au sens large fait tout ce qu'il peut pour essayer de gommer les effets grâce au scrutin majoritaire à 2 tours. Je pense que ça sera un des sujets d'après ces législatives. C'est le mode de scrutin dans ce pays aussi. Oui, effectivement. Voilà. Alors on en a déjà pas mal parlé dans la première partie, donc je n'ouvre pas ce chapitre, mais il est passionnant, effectivement, la question du abandonner le scrutin majoritaire pour la proportionnelle. Donc il gagne. Avec un élément, il nous reste quoi, 4-5 minutes, je voudrais qu'on parle d'argent, parce que les voix qu'accumule le Rassemblement National aujourd'hui, c'est potentiellement un pactole dans les finances du parti. Si on regarde quelques chiffres, une voix, ça rapporte 1,60 €. Un député élu au second tour, ça rapporte 37 000 € par an. C'est ce que l'État reverse au parti. Et potentiellement, on fait le calcul, alors là, on a pris artificiellement le chiffre de 250 députés Rassemblement National, qui n'est pas absurde, hein. On est dans la fourchette haute des dernières projections. Ça représenterait 24 millions d'euros par an d'aide de l'État. Bertrand Léo-Combrade, c'est aussi un trésor de guerre pour les municipales, par exemple, pour les prochaines élections. Tout à fait, c'est un argent qui peut être réutilisé pour essayer de renforcer cette dynamique qui vient de très loin, effectivement, et qui peut aller, à mon avis, encore très très loin, parce que si ce qui commence à se dessiner se produit, c'est-à-dire que le Rassemblement National ne trouve pas de majorité absolue, et qu'avec une majorité relative, Jordan Bardella n'y va pas, ou que s'il y va, il est renversé par l'Assemblée nationale, les électeurs du Rassemblement National vont, à mon avis, être extrêmement en colère de cette alliance des contraires, des macronistes qui ne supportaient pas la gauche qui s'allie pour faire barrage. Et à mon avis, tout ça
peut se payer très cher en 2027. Oui. L'alliance on a gagné l'élection et on n'est pas au pouvoir. Quoi. Exactement. On vote à droite, on a la gauche, enfin, ce qu'ils appellent la gauche, ce qu'on n'a pas appelé la gauche. Donc, à mon avis, la coalition qui va se construire n'aura vraiment pas droit à l'erreur pendant ces 3 années de gouvernement. C'est pas un cadeau. Ouais. Oui, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Bastien François, votre avis sur l'effet de cette entrée d'argent dans les finances du Rassemblement national? Souvenons-nous qu'ils étaient quasiment en faillite il y a quelques années. Ils ont dû vendre leur siège de Saint-Cloud. Oui, mais est-ce qu'on serait posé la question si c'était un autre parti qui... Non, parce que c'est la démocratie. Alors je vais vous poser la question différemment. Pardon, je reprends la main. Ma question a été mal posée. C'est un parti qui a eu du mal, historiquement, à mailler le territoire, notamment lors des municipales. Est-ce que ça peut changer simplement parce qu'il a plus d'argent dans les caisses? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je ne crois pas. Le maillage territorial, c'est quelque chose de plus long. Le RN a beaucoup changé depuis 10-15 ans. Ils ont beaucoup d'élus municipaux, beaucoup plus qu'avant, où avant, ils n'existaient pas du tout. Visiblement, ils en ont pas assez, puisqu'ils n'arrivent pas à trouver... Mais ça prend du temps. Ça prend du temps d'avoir... qu'un parti se développe sur le territoire. Le parti d'Emmanuel Macron, il n'est pas du tout développé, mais il s'adresse à d'autres clientèles, il peut faire des castings, il attire des gens très diplômés, des cadres supérieurs, etc. Bon. Donc, non, l'argent ne fera pas la différence au municipal, parce que ce n'est pas là-dessus que ça se joue, ce n'est pas très très cher, une campagne des municipales. En revanche, pour la présidentielle, là, ça peut peser. Mais à la rigueur, c'est normal, ce parti fait 1/3 des voix, il a un financement à la hauteur de ce tiers de voix. Effectivement. Est-ce que vous, dernière question, Bertrand Léo-Combrade, vous diriez que notre démocratie, elle est fatiguée, elle va ressortir encore plus fatiguée de ce scrutin face à il n'y a pas de bonne solution, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On essaye les uns les autres d'imaginer un mécano, mais il n'y a pas de bonne solution. C'est très ambivalent. On peut l'avoir effectivement extrêmement fatigué, avec une majorité incapable, difficile à constituer à l'Assemblée nationale. On peut voir une forme de 4e République à l'agonie, mais c'est pas inévitable. Je pense qu'on peut en ressortir par le haut. Il peut se passer quelque chose. Il peut y avoir des alliances assez constructives. Donc, je dirais le couloir qui nous mènerait vers la démocratie libérale et puis un système autoritaire n'est pas du tout tracé. Je pense qu'on a encore les responsables politiques ont encore les moyens d'agir et d'agir dans un autre sens. Vous êtes optimiste, vous aussi, malgré tout, Valérie Lecable? Écoutez, c'est ma nature, donc j'espère être optimiste. Après, pour moi, la question centrale, c'est, je suis convaincue depuis des années que la théorie du dépassement faite par Emmanuel Macron, qui a consisté à prendre à droite, à prendre à gauche, et c'est ça qui a conduit, alors c'était déjà en germe, mais c'est ça quand même qui a accéléré la radicalisation des extrêmes, parce que pour s'opposer à un bloc central, on se radicalise, on devient de plus en plus extrême. Et ce qu'il ne faudrait pas, si vous voulez, si jamais on va vers cette coalition, c'est qu'on fasse ça en encore plus important. C'est-à-dire qu'on aurait sorti le RN à droite, la LFI à gauche, tout le monde s'entendrait en même temps, et quand cette coalition finira par avoir besoin d'alternance, parce que ce pays est comme ça et qu'il faut de l'alternance, elle sera où l'alternance? Donc je pense que c'est des choses auxquelles il faut réfléchir très sérieusement, parce que dans notre pays, le système de la Ve République et la Constitution est faite pour ça. Elle est faite pour avoir un parti fort avec une opposition forte. C'est comme ça que ça marche. Donc on avait une droite forte, on avait une gauche forte, et tout ça a complètement volé en éclats, et on est en train de tout remettre par terre, mais c'est compliqué. Merci beaucoup, merci à tous. Bastien François, je rappelle le titre de votre livre, Le régime politique de la Ve République, aux éditions de la Découverte. Voilà, c'est la fin de ce Sens Public. On vous donne rendez-vous lundi. On va analyser évidemment ensemble ces résultats et les conséquences de votre vote dimanche. Je voudrais remercier encore une fois toutes les équipes de la rédaction de Public Sénat autour de moi à Sens Public, la rédaction numérique, toutes celles et ceux qui participent à nos émissions qu'on espère réussies et qui en tout cas vous plaisent de plus en plus. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Dernier rendez-vous à vous donner, l'invité de la matinale. Demain, ce sera Martial Foucault qui était avec nous en première partie et qui sera l'invité d'Oriane Mancini pour lui aussi se projeter vers ce scrutin et ce second tour dimanche. Merci à toutes et à tous. Allez voter.